Abdoul Karim Bandé, le directeur général du cabinet Salomon Conseil, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la thématique de la valeur du travail. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Alors déjà, pourquoi une telle thématique axée sur la valeur du travail aujourd'hui? Merci beaucoup. Je salue tous nos téléspectateurs et nos auditeurs. C'est encore un plaisir de partager autour de sujets qui peuvent aider les uns et les autres à améliorer ce qu'ils font déjà bien. Et pourquoi parler du travail aujourd'hui et surtout de le présenter comme une valeur? Parce que simplement nous sommes dans un contexte, si vous regardez, l'État encourage à travailler de manière volontaire et c'était bientôt les examens et beaucoup de jeunes ont dû travailler dur et je crois que le travail c'est la chose la plus commune, c'est la chose qu'on ne peut s'interdire de faire. Nous sommes contraints de travailler qu'on le veuille ou pas. Parce que la vie humaine, travail doit être une respiration, un style de vie. Et alors qu'on rencontre beaucoup de personnes qui ont du mal, d'accord, à travailler, pour qui travailler demande un tel effort. Et j'espère que cette émission va permettre d'avoir une meilleure perception du travail, parce que lorsque vous changez votre perception, votre compréhension d'un concept, ça affecte automatiquement votre comportement. J'espère que cette émission va permettre aux uns et aux autres de repenser le travail et surtout d'accompagner aussi les enfants à intégrer le travail comme valeur. Alors, travailler, c'est quoi exactement? Alors, je pense que, pour faire simple, travailler, j'aime pas les définitions académiques, mais c'est une combinaison de facteurs, de moyens, de ressources pour résoudre un problème. Oui, pour résoudre un problème. On va combiner des moyens, des facteurs de production, des ressources comme le temps, l'argent, des outils. On va combiner des ressources, mais dans le but de résoudre un problème. Si vous résolvez un problème, vous travaillez. C'est pas la recherche de l'argent. Alors que dans bien des cas, on a l'impression qu'on travaille pour avoir l'argent. Chaque fois que je pose cette question dans des conférences, pourquoi est-ce qu'on travaille? La réponse automatique qui vient, c'est pour gagner de l'argent. Non. L'argent est la conséquence du travail. L'argent n'est pas le but du travail. Généralement, quand on poursuit l'argent comme but, on prend beaucoup de risques. C'est pas impossible. Je connais des gens qui le font, qui gagnent bien leur vie, mais on va beaucoup tricher. On sera très porté sur... on va être frustré. Non, le but du travail, le travail le plus excellent, le plus productif, c'est celui qui consiste à résoudre des problèmes. Travailler, c'est résoudre des problèmes. Travailler, c'est résoudre des problèmes. Peut-on en ce moment parler de bon travail ou de mauvais travail? Exactement, parce que justement, lorsqu'on définit le travail comme le fait de gagner de l'argent, vous voyez, on commence à chercher des activités qui sont censées générer de l'argent. On espère que, par exemple, vous allez voir plein de personnes qui pensent que lorsqu'ils seront avocats, ils n'auront plus de problème d'argent. Et lorsqu'ils deviennent avocats, ils sont dessus. Parce qu'ils se rendent compte qu'il ne suffit pas d'être avocat. Le gars est convaincu que s'il devient architecte, il sera riche. Il devient architecte, il voit que non, en fait, c'est pas suffisant d'être architecte. Au contraire, il y avait un meilleur moyen que ça d'avoir de l'argent. Donc, justement, il n'y a pas de bon ou de mauvais travail. La question qui se pose, c'est est-ce que dans ce domaine que j'aurais choisi, je serai la meilleure réponse au problème? Parce que les gens viendront vers vous, ils seront prêts à payer ce que vous faites, ce que vous offrez, que ce soit en employé ou en entrepreneuriat, parce que vous êtes la meilleure réponse à leurs besoins. Lorsque je recherche un journaliste, j'ai une télé, je veux le meilleur journaliste et je suis prêt à payer le prix pour le meilleur journaliste, je suis prêt à payer le prix pour le meilleur caméraman, je suis prêt à payer le prix pour le meilleur chauffeur, mais je ne serai pas prêt à payer le prix pour un journaliste. Ce n'est pas le fait d'être un journaliste, c'est le fait d'être la meilleure réponse au problème. Donc la question c'est de savoir pourquoi je suis fait et dans quoi je serai la meilleure réponse et comment je m'entraîne, parce que je peux avoir le talent pour faire une chose, mais après il faut s'entraîner. Plus vous aurez un niveau de performance élevé, plus vous allez gagner de l'argent. En fait, l'argent va devenir une conséquence de votre performance. Il ne peut être le but, il est la conséquence. Et donc en cela, il n'y a pas de mauvais travail. Vous avez des éboueurs, des gens qui vident des poubelles mais qui gagnent bien plus d'argent que des banquiers. Vous avez des maçons qui gagnent bien plus d'argent, vous avez des menuisiers. Vous avez des cuisiniers, vous savez le salaire d'un cuisinier à Ouaga, un bon cuisinier, par exemple si vous prenez les grands hôtels, mais il peut toucher 1 million. Mais pendant ce temps, il y a des diplômés qui sont même des docteurs qui n'arrivent pas à avoir 1 million par mois, mais il est cuisinier. Parce que c'est le meilleur cuisinier. Donc la question, elle est là. En quoi je serai la meilleure réponse au problème que j'ai choisi d'aborder? Et chacun de nous est né pour aborder un problème, pour être une lumière, une solution. Et c'est ça qu'il faut découvrir. C'est en cela qu'on devient productif. Est-ce que c'est ce type d'esprit qui guide certains parents à orienter leurs enfants quand il s'agit d'imaginer le futur métier de leur enfant?
Mais dans bien des cas, je crois que la prochaine émission, comme on est dans la période des examens, va porter sur l'orientation pour donner des outils aux parents pour mieux accompagner leurs enfants. Mais dans bien des cas, les parents orientent leurs enfants par recherche d'argent, les filières sûres, par orgueil. Mon fils, les médecins, il tape sa poitrine. Parce que lui-même il avait des rêves qu'il n'a pas pu accomplir, il faut que ce soit l'enfant qui les accomplisse. Il y a beaucoup d'erreurs, plein d'erreurs, et ça on va en parler à la prochaine session, parce que c'est une étude qui a été faite même aux États-Unis sur 1600 métiers et qui a révélé combien il y avait des erreurs même aux États-Unis dans les choix de carrière, parce que les motivations ne sont pas bonnes, parce qu'on a une mauvaise compréhension du travail. Et je rappelle, le but du travail n'est pas, c'est vrai, on a besoin d'argent, mais l'argent ne doit pas être l'objectif. L'argent est la conséquence de la qualité du travail que vous rendez. Quand vous voyez quelqu'un qui gagne l'argent longtemps, une entreprise qui gagne l'argent longtemps, c'est la qualité du service qu'elle fournit. C'est pour ça que le marketing est mal compris. On a tendance à penser que quand on fait du marketing, c'est pour juste gagner de l'argent. Non. Quand on fait du marketing, c'est pour identifier les besoins et être la meilleure réponse aux besoins. Et c'est ça la clé. Quels sont les mauvais mobiles autour duquel beaucoup de personnes disent travailler aujourd'hui? Le premier, c'est l'argent, on en a parlé. La première mauvaise raison pour laquelle les gens se lèvent tous les matins pour aller travailler, c'est l'argent. Et je vous dis, il y a un stade, hein, pour moi, il y a le cycle de vie du travailleur. On va d'abord faire des études, une formation, peu importe. Après, on va devenir stagiaire, c'est-à-dire qu'on est toujours en train d'apprendre. Puisque le stage, c'est la partie pratique de la formation. Donc, on est toujours en train d'apprendre. Ça peut durer, selon les filières, 2 ans, 3 ans. Il y a des domaines où, si vous faites du droit, vous pouvez faire facilement 4 ans de stage avant d'avoir un emploi. Facilement. Malheureusement, comme les gens ne sont pas préparés à ça, ils abandonnent vite. Mais chaque domaine a un cycle d'employabilité. Il faut connaître ce cycle-là. Sinon, vous n'optimisez pas votre temps d'apprentissage. Donc, il y a la partie stage. Et après le stage, vous avez votre premier emploi, vous devenez l'employé. Malheureusement, c'est dans cette phase-là que beaucoup échouent. Parce que entre le stage, déjà même depuis l'école, il pense qu'à argent. Il ne pense pas à apprentissage. Donc, il n'apprend pas bien. Il ne cherche pas à savoir ce qu'il apprend sert à quoi. Il est juste préoccupé d'avoir des notes et tout, ou de passer ses classes. Mais ce que tu apprends, c'est pour aller résoudre des problèmes. Souvent, je rencontre des gens qui ont des problèmes. Je dis, mais tu as vu ça dans tel cours, par exemple, en recherche opérationnelle, tu as besoin de planifier. Recherche opérationnelle, je ne me rappelle même plus de quoi était ce cours, des statistiques, de mathématiques. Quand on fait, il y a des questions qu'on utilise tous les jours, des outils mathématiques qu'on a vu dans nos cours qu'on utilise tous les jours. Mais malheureusement, comme on n'a pas bien appris, on ne se rend pas compte que c'est ce qu'on est en train d'utiliser. Donc déjà, et j'ai dit c'est dans cette phase école, stage et emploi que beaucoup échouent. Parce que dans cette phase, vous ne devez même pas penser à argent. Vous devez penser productivité, résolution de problèmes. Si vous le faites bien, vous allez atteindre ce que j'appelle l'intrapreneuriat. Vous devenez un intrapreneur. Un intrapreneur, c'est quelqu'un qui travaille dans une entreprise comme si c'était son entreprise. Vous voyez, ce gars-là, il est hyper productif. Mais il le devient parce qu'il a été d'abord un bon apprenti, un bon élève, un bon étudiant. Il a été un bon stagiaire, il a été un bon employé. C'est comme ça qu'il devient intrapreneur. Et lorsqu'il devient intrapreneur, l'argent le poursuit maintenant. Ce n'est plus lui qui cherche l'argent, c'est l'argent qui le cherche, tu vois. Et il y a 2 types de personnes. Ceux qui cherchent l'argent, ceux que l'argent cherche. Vous voyez, quand vous êtes juste un travailleur, vous allez chercher l'argent parce que vous n'êtes pas irremplaçable. Votre présence comme votre absence ne change rien à la vie de l'entreprise. Mais lorsque vous devenez un intrapreneur, vous devenez indispensable. Et là, on vous cherche. Moi, je connais des gens qui changent d'emploi quand ils veulent, parce qu'ils sont intrapreneurs. Par contre, il y a des gens qui n'osent pas. Ils en parlent toujours. Ah, je vais partir, mais ils ne partent jamais. Parce qu'ils ne peuvent pas partir. Ils sont encore trop employés. Vous voyez? Et c'est de l'intrapreneur que si on veut, on peut devenir investisseur ou entrepreneur. Si vous brûlez ces étapes, c'est la voie normative, en fait. C'est la courbe. Donc, pour moi, oui, voici la période où il faut... Quand on devient intrapreneur, on peut penser à l'argent parce qu'on a fait du travail un automatisme, c'est devenu un réflexe. On travaille, on ne se rend même pas compte qu'on travaille en fait, parce que c'est devenu naturel. Mais dans la phase études employée, il faut faire un effort pour cultiver justement cette attitude qui est orientée résultat. Mais à quel moment et comment est-ce qu'on arrive à faire du travail une valeur au-delà de l'aspect pécunier et tout? Déjà, moi je crois que c'est dans les familles. Moi, je crois que j'ai été une victime de la mauvaise éducation professionnelle. Voilà, la plupart des parents n'ont pas une bonne connaissance du monde du travail. Et même quand ils en ont, ils ont une perception négative du monde du travail. Ce qui fait que il y a des lois, il y a des principes aussi, il y a de l'ignorance. Et moi, je suis une victime. Lorsque vous dites à votre enfant qu'il ne peut pas laver les assiettes, et j'en parle dans mon livre, parce qu'il est un homme, en fait, vous êtes en train de lui dire que les tâches, vous classifiez les tâches dans son esprit. Vous lui faites croire qu'il y a des tâches moins importantes que d'autres.
Vous voyez, quand vous dites qu'il ne peut pas balayer la maison, ou vous ne l'encouragez pas à le faire, et vous le laissez parce que vous dites que c'est des tâches viles, vous êtes en train de lui enseigner que le travail se différencie. Mais lorsqu'il est capable de faire des petites tâches, sans se poser des questions, il y a un truc, c'est sale, il faut nettoyer, il nettoie. L'assiette, il faut la laver, il la lave. Ses habits, il faut... Vous voyez, ce n'est plus... Il ne se pose même pas de questions pour le faire. Il le fait parce qu'on doit le faire. Vous voyez, là, pour lui, le travail n'est plus juste un acte qui consiste à gagner de l'argent, mais la résolution de problèmes. Tout problème qu'il voit, il aura tendance à les corriger. Donc, pour moi, ça commence déjà dans la famille, dans l'éducation qu'on donne aux enfants, et qu'on le fasse réaliser qu'il faut travailler. Et le travail, ce n'est pas juste... avoir un contrat dans une entreprise. Non, le travail, c'est tout problème que tu résous au quotidien. Il y avait un problème, tu l'as résolu, tu as travaillé, bravo. Et ta récompense, c'est pas forcément l'argent ou la reconnaissance d'autrui. C'est le fait toi-même déjà pour toi d'avoir accompli quelque chose d'important. D'accord? Donc, déjà ça. Maintenant, quand on est devenu adulte, je crois que des émissions comme celle-là, il faut faire des recherches et il faut surtout changer de paradigme. Il faut travailler à changer de paradigme. C'est un peu plus complexe parce que beaucoup, malheureusement, sont figés, convaincus que tout est une question d'argent. Même quand vous le dites, quand vous les accompagnez, ils braquent, quoi, parce que pour eux, tout est une question d'argent. Oui, on a besoin d'argent. Mais prenez un mentor, allez rencontrer des gens qui gagnent bien leur vie. Vous allez être étonné de voir qu'ils veulent l'argent et ils en gagnent. C'est complexe ici. Ils en gagnent, mais ce n'est pas ça la priorité. La priorité, quand ils prennent un engagement, mais ils y vont au bout. Ils font même plus que ce qu'on leur demande. C'est en cela qu'ils gagnent de l'argent. C'est pas parce qu'ils ont des contrats. Non, il y a plein de gens qui ont des contrats qui n'arrivent pas à les exécuter. Ces entreprises finissent par fermer. Et puis vous avez des entreprises qui continuent toujours. Elles continuent de grandir encore et encore. Pourquoi? Parce que justement, le premier responsable respecte tous ses engagements. J'ai dit bien tout. Envers ses employés, envers ses fournisseurs, envers ses clients, il respecte tous ses engagements. C'est ce qui vous crédibilise dans la durée. Nous sommes dans une période d'examen, mais aussi de concours. Et quand on regarde, beaucoup peut-être parmi nos téléspectateurs ou auditeurs ont certainement déposé des concours, mais ils n'ont pas déposé qu'un ou deux, certains ont déposé 10, 11. Comment est-ce qu'on qualifie ce type de recherche de travail? Oui, puisqu'il veut juste gagner son pain. Peu importe la filière où il À ce moment, ce n'est pas l'amour du travail. Non, pas du tout. Quel est le besoin qui se C'est le ventre, la motivation et le ventre. C'est dommage, c'est vrai. Bon, regardez, quelqu'un qui fait ça, il tombe sur le concours au fond qu'il n'a même pas envie de faire. Le métier qui ne l'intéresse pas du tout, mais c'est le seul qu'il a gagné. Il fait quoi? Il va aller travailler. Mais il va être un mauvais employé. Prenons un métier à risque comme quelqu'un qui se retrouve à avoir un concours lié à l'enseignement et qui se retrouve à devoir enseigner. Alors qu'il n'a même pas de prédisposition pour enseigner. Peut-être qu'il a la parole difficile, il n'est pas à l'aise devant un public. Pour enseigner, il faut de leadership. Parmi les enfants, il y en a qui sont teigneux, qui ont déjà de l'ascendant naturel. Comment tu vas les gérer? Il ne sait pas le faire. Donc, il va être un enseignant médiocre. Oui, il n'aime pas le faire, mais il faut bien qu'il gagne sa vie. Voilà la motivation première qui anime. Et ça, c'est dangereux. Mais je peux comprendre ceux qui le font. Je peux comprendre ceux qui le font. Parce que quand on n'a pas... je dis, je suis une victime, hein, j'en parle dans mon livre. Moi, je voulais faire finance comptable, je crois que je l'ai déjà dit. Mais je ne suis pas du tout fait pour ça. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais même pas qu'il y avait d'autres filières qui existaient. Je ne savais pas. Donc, beaucoup sont ignorants de leur potentiel. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner. Il faut vraiment faire des recherches sur la question du travail, sur la question de l'orientation, sur qui on est. Il faut se découvrir. Et plus on se découvre, mieux on pourra aller vers des choix qui nous correspondent. Et c'est bien aussi que les parents, voilà, on est en vacances, faites faire différentes activités aux enfants. C'est à force de tester différentes choses qu'il va finir par trouver un domaine qui lui correspond, qui le passionne, et il pourra s'y attacher. Quand on est adulte, c'est plus difficile. Il faut payer le loyer, il faut gagner sa vie. Donc, on a moins le choix, en fait. Effectivement, il y a un âge où on a beaucoup moins de choix. On est obligé de prendre ce qu'on a, de faire avec, on est résigné. Mais quand on est encore jeune, testons. Il faut encourager nos enfants à tester différentes choses pour qu'ils découvrent une passion. Et en ce moment-là, ouais, vous avez des chances d'avoir quelqu'un d'utile à sa société. Le travail, ce n'est pas seulement à l'échelle individuelle. Quand on repart, on voit la création d'une entreprise. D'abord, elle est portée par une personne, mais ensuite, on a besoin de s'entourer d'un certain nombre de personnes. Le travail devient un peu collectif en ce moment. En famille, dans les villages, lorsqu'il s'agit d'un champ familial, eh bien, c'est un travail collectif qui permettra d'obtenir des récoltes. Aujourd'hui, quand on regarde l'initiative présidentielle Faso Mebo, on sent un élan patriotique et populaire. On a même vu IST qui a effectué un geste dans ce sens. Comment est-ce que vous qualifiez ce type de travail? Alors, pour moi, je crois qu'on a un gros défi. Et ça, vraiment, je salue nos autorités qui amènent un commencement réel de réponse. On n'est pas une nation. On est un pays. Et pour faire une nation, il faut qu'on sorte de nos égos. Il
Il faut qu'on regarde au-delà de nous, l'autre, le pays. Que le pays soit la priorité et pas nous. Mais comment on amène des personnes à regarder au-delà d'eux, les autres? Mais c'est dans l'action, justement. Et je crois que ce genre d'action où on demande à des jeunes de servir gratuitement, on est en train de façonner justement un esprit patriotique où la nation devient la priorité. Une route que vous avez construite de vos mains, vous ne voulez pas qu'elle se dégrade. Mais quand la route a été construite, que vous avez l'impression que derrière, il y a peut-être eu un deal, des gens se sont mis plein les poches, ouais, vous avez même envie de détruire par moment, en griffe. Hein. Mais pour dire simplement que ce mécanisme, pour moi, est l'un des mécanismes qui va faire naître dans le cœur du maximum de Burkinabés le sentiment patriotique. Chez nous, ce n'est pas nouveau. Hein. C'est ce qui a poussé IST à le faire. Nous, on le fait chaque année, en fait, sous différentes formes. On va faire des dons, on va prendre, les étudiants vont cotiser de l'argent. Et aller faire des dons aux déplacés, ça on l'a fait. Donc nous, on estime que un jeune qui n'est pas formé à l'intérêt national, c'est un danger qu'on est en train de fabriquer. Et ça, pour nous, c'était vraiment une opportunité. Lorsqu'on a vu l'initiative de dire, il faut qu'on y aille. Et effectivement, cette semaine, nos étudiants étaient allés en génie civil, justement, parce qu'ils font génie civil, aider à poser des pavés. Et on en était très fiers. Et je crois que ce n'est pas la dernière initiative qu'on prendra dans ce sens. À l'échelle nationale, que pensez-vous de l'initiative? Non, pour moi, je vois de l'engouement. Je vois de l'engouement et je crois que ça doit continuer pour que, comme je l'ai dit, on regarde au-delà de nos 5 personnes. Parce qu'on existe parce que le pays existe. Toutes les nations qui sont développées ont une fibre patriotique très élevée. Il y a une limite qu'on ne dépasse pas. Parce que l'intérêt de la nation, oui, on peut pousser jusqu'au bord, mais il y a une limite qu'on ne doit pas dépasser lorsqu'on parle de notre pays. Lorsqu'on n'a pas de mal à dépasser certaines limites, c'est qu'il y a un problème. On ne pourra pas aller bien loin. J'aime bien la formule de David Nana qui dit que celui qui pense à lui seul se trompe davantage. Donc on n'a pas le choix. On est obligé d'aller tous ensemble. Et ensemble, c'est que chacun y met du sien, chacun donne de lui, en fait. Et parlant de travail, justement, il y a aussi le travail d'intérêt général qui est beaucoup plus privilégié actuellement par les autorités, au-delà de la prison conventionnelle que l'on connaît. Qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau? C'est une bonne chose. Vous mettez quelqu'un en prison. Et ça, quand on a eu l'occasion de faire un don lié au livre, justement à la prison civile, et c'était une question justement que le directeur de la prison partageait avec nous, le fait de vouloir mettre un champ, je crois que c'était un champ qu'il voulait mettre en place où justement les prisonniers allaient aller travailler. Nous, ça nous a beaucoup séduit, on a accompagné ça tout de suite. C'est vrai qu'on ne fait pas forcément du bruit autour, hein. On a accompagné ça tout de suite. Et pour moi, oui, vous mettez quelqu'un en prison. Déjà, le fait d'être isolé, le fait de ne pas avoir d'activité, ça le détruit. Il a besoin, je vous assure que les prisonniers seraient prêts à payer pour aller travailler. Parce que le simple fait de se déplacer, de s'occuper, c'est nécessaire pour leur bien-être. Être oisif, c'est pas quelque chose d'humain en fait. Ne rien faire pendant des mois, des années, ça vous tue. Donc je pense que c'est déjà bon pour eux. Mais en plus, ils vont être productifs. Parce que la prison, ça a un coût. Comment on fait pour prendre ça en charge quand on a autant de priorités? Mais si ces personnes-là pouvaient être productives, générer de la ressource, des revenus, alors c'est du tout bénéf. Oui. Et je crois qu'il faut qu'on ait nos modèles de développement. Parce que si on doit juste calquer ce qui se fait ailleurs, on n'a pas les mêmes réalités. Quand un pays est suffisamment riche, il peut se permettre des excès, mais nous, on n'en a pas. Donc avec le peu, il faut qu'on soit plus agile intellectuellement et rendre nos prisons, faire de nos prisons des facteurs de production, mais tant mieux. Tant mieux, c'est l'idéal. Et moi, je suis totalement favorable à cette idée. Au-delà du caractère pénal, quelle est l'importance du travail d'intérêt général pour le développement d'un pays? Pour moi, c'est... Regardez, la main-d'œuvre. Pourquoi l'esclavage a existé? Vous savez que sur la terre, il y a des ressources, les vraies richesses. Les vraies richesses, c'est quoi? C'est la terre, c'est l'or et c'est l'homme. La plus grande richesse en réalité, c'est l'homme, l'être humain. C'est pour ça que les hommes ont toujours essayé d'exploiter d'autres hommes. Une des charges les plus élevées dans n'importe quelle entreprise, c'est la ressource humaine. Donc si vous arrivez à avoir des compatriotes qui disent, bon, moi j'ai pas d'argent à donner, mais j'ai du temps à donner, mais c'est un coût, on économise énormément. Pouvoir construire nos propres voies, nos propres routes, nos propres édifices par nos propres moyens, c'est ce que le colon nous a fait quand il est arrivé, non? C'était les travaux d'intérêt général qui ont fait la voie ferrée et autres. Pourquoi on arrête quand on peut le faire maintenant nous-mêmes pour nos propres intérêts et faire des économies? Quand on a une jeunesse qui a de l'énergie, qui a de la force, qui est assise. Malheureusement, dans nos pays africains, la force ne travaille pas. Elle est assise. C'est une perte énorme. Donc oui, c'est un levier important de développement. Est-ce qu'il y a des exemples à travers le monde de pays qui ont su se développer sur la base justement du travail d'intérêt général? Absolument.
vous avez la Chine, vous avez Israël, le Japon, dont l'exemple me plaît bien parce que c'est à l'issue d'un tremblement de terre qu'ils ont mis aussi un processus pour rebâtir leur ville. Nous, on a une catastrophe, on a le terrorisme en face qui est une vraie catastrophe, qui fait qu'on n'a pas le choix où on ira chercher les ressources quand on a des hommes. Oui, il faut le faire. Autant des royaumes. Attends, le peuple travaillait pour le roi, il n'était pas payé. Tout appartenait au roi. Et le roi donne les directives, le peuple, il l'exécute. C'est vrai que sous la démocratie, c'est plus le même modèle. Mais justement, la démocratie, quand j'étais en Chine, moi, ça m'a frappé. Parce que je me dis, ouais, en Chine, il n'y a pas de vol. À Dubaï, il n'y a pas de vol. Je vous assure, hein, on ne vole pas. Alors pourquoi en Europe, on vole? Pourquoi en France, on vole? Pourquoi aux États-Unis, on vole? Pourtant, ils sont censés avoir au moins les mêmes niveaux de développement, sinon ils sont plus développés. Je crois que la démocratie a de vrais problèmes parce qu'on l'a un peu perverti. Alors que dans ces pays-là, ce n'est pas des pays démocratiques au sens strict du terme, mais pourtant les gens sont droits. Ils ont des valeurs. Mais parce que justement, derrière, quand l'État dit quelque chose, c'est fait. Il y a un attachement patriotique. On n'a pas détruit le commun. Là-bas, c'est autre chose. Je veux parler de l'Europe. Non, si, je pense vraiment que l'exemple, quand on est en crise, il faut compter sur nous. Et compter sur nous, c'est que les populations soient capables de suivre les orientations qui sont données par l'autorité. Comment on arrive aujourd'hui à redonner au travail toute sa valeur qu'elle aurait perdue? Et ça, je pense que beaucoup de gens comme Laurent Bado, des gens comme Feu... le journaliste Norbert Zongo l'ont dit, le voltaïque a été tué par le Burkinabé. Et on sait que le voltaïque était un travailleur, une personne pour qui le travail était une valeur, une vertu. Donc pour moi, il faut le rappeler. Il faut le rappeler, il faut justement ce genre d'activité. Quand quelqu'un commet une faute, c'est vrai que si on sanctionne par le travail, ça peut avoir un caractère négatif. Il faudrait que ça soit attaché à du plaisir, au fait d'être valorisé. Il ne faut pas que ce soit vu comme une sanction. Vous voyez, à une époque, nos parents disaient, ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, là, que quand un enfant déconne, on va te ramener au pays. Tu vois, ça faisait une association péjorative au fait de retourner au pays. Ça, c'est un peu dangereux par contre. Mais pour moi, ces mouvements collectifs où on montre de beaux exemples, des réalisations, oui, c'est ce qu'il faut faire. Beaucoup de communication. Et que dans nos écoles, par exemple, moi je serais très intéressé que l'État nous dise que toutes les écoles, peu importe le niveau privé ou public, ce sont les enfants qui doivent nettoyer l'école. Qui doivent faire des travaux pour leur cadre. Oui, ils jettent le papier, l'agent de ménage vient, nettoie, il rejette encore, parce que ce n'est pas lui qui a nettoyé. Mais si c'est lui qui l'avait nettoyé, tu vois, il allait avoir le réflexe de respecter ce travail-là. Oui, parce que justement, on a une perception négative de certaines tâches. Mais par où est-ce qu'on commence exactement? La question à ce niveau, c'est au niveau des typologies de classes que l'on a. Est-ce qu'on commence au niveau du primaire? Est-ce que c'est possible de rattraper les choses au niveau universitaire? Par où exactement? Ou bien est-ce qu'on commence à la maison? Tous les niveaux. Les parents, déjà, c'est le premier levier. On a vu que la famille, c'est l'endroit de socialisation de l'enfant. Donc, la famille, c'est vraiment le lieu. Maintenant, le problème, c'est que les parents ont besoin d'être formatés. Quand tu vois un père ou une dame qui a ramassé ses enfants sur une moto, ils sont 3 et puis ils brûlent le feu, mais tu te dis, mais comment on peut faire ça? D'accord? Donc, c'est qu'il y a un boulot à faire sur les adultes. Mais pour moi, il faut travailler sur toute la chaîne. Et ce qui est beau avec le pouvoir, mais on a vu des réformes qu'on pensait impossibles dans ce pays qui sont en cours. Personne ne discute. Vous pensez à quelles réformes particulièrement? Prenons les journalistes. Voilà, aujourd'hui, tout le monde est aligné sur la vision du chef de l'État. Donc, pour moi, oui, et c'est ça toute la puissance de l'État. L'État, c'est la force. L'État, c'est la puissance publique. Et si l'État ne peut pas l'exercer, il y a un problème. Et quand on donne une orientation, les enfants étaient coiffés. Hein. On a dit plus de coiffure extravagante pour les garçons. Mais tout le monde a été coiffé, tout le monde a coiffé son gosse. Oui, c'est ce qu'il faut. La libération des emprises au niveau des voies. Ça, moi, je suis trop content. Tu passes maintenant, souvent tu ne reconnais même plus des endroits. Tellement que l'emprise est libérée. Parce qu'on peut se garer enfin. Si, il faut ça. Sinon, il n'y a pas de discipline. C'est ça un État, en tout cas. Je suis à 100%, à 200% en phase avec ce genre de décision. Quel serait le mot de fin à l'endroit de nos auditeurs et téléspectateurs afin qu'ils comprennent le sens du travail, le sens vrai, qui n'est pas nécessairement, il n'est pas que lié à l'aspect pécuniaire, il n'est pas que lié à l'argent? Alors déjà, il n'est pas du tout lié à l'argent. L'argent n'est que la conséquence.
Pendant qu'on est dans l'action, c'est pas l'argent qui doit guider notre action, c'est la productivité, c'est de répondre aux besoins. Et c'est vraiment de leur souhaiter d'élever le travail au rang de valeur. Je vous assure que c'est le seul chemin pour en gagner. L'argent court vite. Si tu cours derrière l'argent, tu ne pourras jamais le rattraper. Laisse l'argent courir derrière toi. Largement, tu es sûr que l'argent va te rattraper. Et puis, bonne journée à tous les Burkinabés et engageons-nous pour le service public. Merci à vous, Abdoul Karim Bandé. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Salomon Conseil. Merci à vous. Merci. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Ainsi s'achève ce numéro du DEJ Matinal Info. En attendant, Dieu voulant de vous retrouver pour un prochain numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. Truy TV, la télé interactive.